Salut à tous, c'est Stéphane et tu écoutes le podcast Le Switch. Aujourd'hui, je partage avec toi une interview d'entrepreneur. Comme tu le sais, ou peut-être pas encore, ce podcast est dédié aux entrepreneurs, mais plus que cela, il met en lumière ce qui m'enthousiasme le plus, à savoir leurs histoires. Au fil de nos épisodes, nous explorons des vies, des parcours et rencontrons des individus qui bousculent le statu quo, car derrière chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui, une histoire fascinante que je m'apprête à partager avec toi. J'espère que tu prendras autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à le faire. Bonne écoute à toi. Bonjour Adrien, merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Donc, je vais commencer par te poser la première question un peu classique de savoir déjà qui es-tu et bien sûr te présenter. Qui suis-je? Ça, c'est une question qui pourrait nous faire un podcast entier. Je suis un ancien entrepreneur, juriste de formation principalement, et maintenant je suis plutôt spécialisé dans l'accompagnement de start-up, d'entrepreneurs, je dirais même, puisque j'accompagne plutôt des personnes que des organisations. Et donc je dirige l'équipe qui accompagne les start-up au Village BAICA à Paris. Pour revenir, justement à quel est ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené, déjà d'une part à l'entrepreneuriat, puis ensuite à sortir de l'entrepreneuriat? Mon parcours, je suis un cancre qui avait un an d'avance pendant toutes mes études secondaires. Et du coup, j'étais un peu paumé quand j'ai fait mes études. Je suis allé en droit parce que je voulais être avocat et pour plaider. Et toutes les matières qui m'intéressaient et qui rapportaient d'ailleurs, c'est des matières où on plaide pas. Donc assez rapidement en droit, je me suis dit qu'en fait, ça menait pas du tout à ce qui me que j'avais un peu une contradiction à résoudre. Et puis en plus, ça a un petit peu nourri, l'intellectuel en moi, les études de droit. Je pense qu'il c'est important d'avoir une personnalité équilibrée dans la vie et donc j'étais un peu trop intellectuel et pas assez, homme d'action. Donc je suis allé faire une école de commerce après mon master, après mes 5 ans de droit, principalement en spécialité en finance. Et donc en fait, l'extrême, démarche d'aller vers l'action, c'était d'être entrepreneur. Donc en fait, c'était assez logique pour moi d'aller encore plus loin que juste être, un étudiant d'école de commerce, un peu moins intellectuel, qu'un universitaire. Mais c'est de devenir entrepreneur, donc j'ai adoré les cours d'entrepreneuriat que j'avais eus, donc ça m'a donné pas mal envie de le faire. Mais en même temps, toute ma formation, c'était, droit, finance, donc je devais aller vers la banque. J'ai un petit peu tâté de la banque, où je me suis vite ennuyé. Et donc en parallèle de mon dernier, métier en banque en 2013-2014, qui était, en Roumanie, j'ai monté une première boîte, qui s'appelle We Do Good, qui était pas mon idée. On est venu me chercher, un camarade de promo que je connaissais pas, qui m'a été présenté par par une amie. Et elle m'a dit: «Voilà, il cherche un juriste ou un financier, toi, tu les 2, donc il devrait y avoir quand même des choses que vous pouvez faire ensemble». Et j'ai dit: «Bon, je vais donner un coup de main». Mais voilà, c'est le doigt dans l'engrenage, après on est coincé, quoi. Et donc c'est devenu mon associé et mon ami, je pense. Hem, et on a monté cette boîte-là qui s'appelle We Do Good, en 2013, donc un peu en parallèle de mon dernier job. Mais en gros, voilà, j'ai été entrepreneur avec We Do Good, ça a continué, j'en suis sorti. Et après, j'ai eu une deuxième phase de ma carrière qui a été de monter une deuxième boîte et d'accompagner des entrepreneurs en parallèle. Et j'ai eu un conflit un peu entre ma démarche d'accompagnateur d'entrepreneur et ma démarche d'entrepreneur. L'une nourrissant l'autre, mais en même temps, l'une asséchant l'autre, puisque tout le temps que je passais à accompagner les entrepreneurs, je ne pouvais pas le passer à faire ma boîte et à résoudre les gros problèmes qui ont conduit à sa mort de ma deuxième boîte. Et donc finalement, c'est le métier d'accompagnateur d'entrepreneur qui a triomphé, pour le moment en tout cas, et qui a fini par me mener à même carrément devenir salarié, quelle horreur, au village BAICA depuis à peu près 2 ans et demi. Donc du coup, tu disais que donc tu étais juriste, alors non, de formation et cetera. Tu te retrouves surtout dans la banque et donc on vient te chercher, pour monter, co-créer, cofonder, We Do Good. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé? Quel était, enfin quel type d'entreprise aussi c'est? Parce que c'est aussi intéressant de voir, d'où tu arrives, quoi. Enfin, j'avais été attiré par l'entrepreneuriat, notamment les cours d'entrepreneuriat que j'ai eu à Audencia, donc l'école de commerce que j'ai fait à Nantes,
que j'ai trouvé vraiment très riche intellectuellement et très concret, très terre à terre. Et j'aime bien réfléchir, mais finalement, j'aime bien le côté très concret de l'entrepreneuriat, résoudre des vrais problèmes et tout ça. Mais bon, j'avais pas spécialement d'idées moi-même et voilà. Et puis je savais pas trop où j'allais à la fin de mes études, encore, à la fin de mes deuxièmes études. Donc j'étais un peu en banque comme ça, et même en banque, je savais pas trop où j'allais. J'avais tâté des trucs un peu intéressants, mais et puis c'était en pleine crise. C'était encore un peu la crise, parce qu'en fait j'ai fait des études aussi aidées par la crise. Et c'était encore un peu la crise bancaire. Du coup, c'était pas si facile de trouver un job. Donc, je suis parti en Roumanie aussi un peu par défaut. J'ai une amie qui me contacte, qui me dit, tiens, tu te souviens, le mec qui était président du BDA, Bureau des Arts, en fait, il est en train de monter une boîte, un truc un peu bizarre pour aider des entrepreneurs, pour leur trouver de l'argent. On appelle ça du crowdfunding ou un truc comme ça, je sais pas, du crowdfunding. Je sais même pas, je crois qu'elle a pas bien prononcé le truc, donc c'est crowdfunding en fait, donc financement par la foule. Et donc, c'était We Do Good, qui à l'époque s'appelait Y Project, d'ailleurs, projet Y, parce qu'on était de la génération Y. Et voilà, et donc je fais un premier échange avec lui, et il me dit, voilà, je cherche un coup de main. On vient de me refuser dans l'incubateur de Lancia, parce qu'ils m'ont dit que j'avais personne ni en droit ni en finance. Donc moi j'étais un mauvais financier, un mauvais juriste, mais j'étais quand même un peu les deux. Du coup, je dis, bah, ouais, je veux bien te donner un coup de main, et puis on verra où ça nous amène. Et puis finalement, bon, bah, de fil en aiguille, bah, ça nous a amené à ce que je décide de devenir associé. On a fait un beau tandem aussi avec Jean-David, qui, s'il écoute un jour ce podcast, je le salue et je le rends hommage à ce très bel entrepreneur très courageux. Et c'était un vrai plaisir de travailler avec lui pour créer des choses. Je pense que l'entrepreneuriat, c'était aussi beaucoup un moyen pour moi d'être créatif. Et avec Jean-David, c'était assez intéressant parce que du coup, on essayait toujours de créer des trucs et c'était assez libérateur, d'autant on a rencontré beaucoup de gens qui disaient, mais non, vous pouvez pas faire ça. Puis je crois que j'étais là, bah, pourquoi? Bah, parce que, euh, d'accord, bah, on va essayer de faire et puis on verra. Et beaucoup de trucs, il disait, ah, c'est illégal. Et je dis, bah non, c'est pas illégal, il n'y a pas de loi qui interdit de faire ce qu'on fait. Ouais, mais il n'y a rien qui vous autorise. Oui, mais le principe en droit français, c'est la liberté, c'est pas l'interdiction. Ah, ok. On a créé un contrat et puis la boîte a fait son petit bout de chemin et au bout d'un moment, on s'est retrouvé face à une petite difficulté, ce qui fait que j'ai dû dire à mes associés, écoutez les gars, en fait, on va faire faillite là dans 6 mois, donc faut virer la moitié des gens pour qu'on puisse durer un an et se donner une chance de réussir. Donc je vous propose de virer les plus mauvais éléments. Donc j'ai commencé à mettre mon nom en haut du tableau et dit maintenant il faut qu'on rajoute deux, trois noms. Mais donc déjà je vous ai donné le premier. Et donc ça a été un moment assez dur. Et c'est assez dur en plus de renoncer à un projet, même si j'y ai renoncé qu'à moitié, parce que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup basé sur l'espoir. Donc quand tu te dis je sors du truc, tu renonces à l'espoir. C'est en fait un truc très coûteux mentalement. Mais bon, je suis resté actionnaire, plus minoritaire qu'eux parce ils sont montés dans le capital, ils ont fait un prêt d'honneur, etc. Mais je suis resté quand même un pied dans le truc. Je leur ai donné des vrais coups de main. J'ai eu un peu de mal à trouver ma place au départ en étant à moitié dehors, à moitié dedans. Mais j'ai fini par la trouver. À une époque, c'était moi qui amenais 50% des clients. Mes activités étaient assez complémentaires. J'accompagnais des entrepreneurs qui cherchaient de l'argent. Les tout premiers fonds propres sont les plus difficiles à trouver de tous les fonds propres. Ouais. Et Willwood était spécialisé dans le fait de trouver les tout premiers fonds propres. Voilà, et puis donc je suis resté un peu en lien avec Willwood en contribuant ponctuellement, avec ce rôle un peu extérieur, un peu intérieur, qui finalement convenait bien à mon tempérament, je crois, même si c'est un côté un peu frustrant, on n'est plus tout à fait dans l'aventure, jusqu'à ce qu'on vende la boîte. Il y a eu d'autres péripéties entre-temps dans ma vie, mais en tout cas, on a fini par vendre la boîte il y a un an et quelques à un concurrent qui s'appelle Érable, et dont je suis actionnaire maintenant, puisqu'il nous a payé notamment en nous donnant les actions de la boîte. Et je les vois de temps en temps, et j'ai l'impression que c'est une bonne opération, puisque la plateforme s'épanouit bien et que c'est un peu un renouveau pour Willwood. Comment t'aider ces entrepreneurs? Parce que après, tu les as accompagnés même en solopreneur. Bah, effectivement, il y avait trois grandes caractéristiques à Willwood. C'était que c'était pas une boîte parisienne, qui est quand même une caractéristique importante, parce que ça conditionnait pas mal de choses, et probablement ça serait devenu une plus grosse boîte, je pense, si ça avait été à Paris. Mais aussi que du coup, ça a donné un peu une coloration un peu différente. Que la boîte a été créée pour soutenir des projets à impact, ce qui paraît assez
tendance, classique, mainstream aujourd'hui. Mais en 2012-2013, au moment où on réfléchissait à la boîte, c'était pas du tout aussi mainstream, évident et facile. Et nous, on a été un peu confronté à un problème d'ailleurs, c'est qu'on a fait un peu une double niche. C'était qu'on avait en plus du côté impact, qui était vraiment la raison d'être initiale de Woody et je dirais, même si c'était un peu un frein à son développement, parce qu'à l'époque, l'impact était moins massif qu'aujourd'hui, c'était aussi un des avantages de Willy Good. Ça nous a permis d'avoir des ressources, notamment de bonne volonté humaine, qu'on n'aurait pas eu si on n'était pas un projet fondamentalement à impact. La deuxième niche, c'est qu'on a fait un contrat, on a créé un contrat sui generis. Ça veut dire qui est à lui-même sa propre catégorie. J'ai créé le contrat. Je pense qu'on peut dire que c'est moi l'auteur. Bon, même si j'ai été largement aidé par Jean-David et puis on s'est copié les uns les autres un peu avec d'autres gens qui faisaient des choses un peu similaires. Donc, je peux pas non plus dire que j'ai créé tout seul dans mon coin, mais enfin, j'étais quand même le principal auteur. On a appelé couramment un contrat de royalties. D'accord. Le terme juridique que j'ai trouvé en m'inspirant de mon cours de finance, c'était contrat de cession de revenus futurs. Ok. Donc normalement, s'il y a un contrat avec marqué contrat de cession de revenus futurs, c'est pas forcément le mien, mais en tout cas, c'est moi qui ai trouvé le titre. Et donc, du coup, voilà, on touche de l'argent de quelqu'un et en échange, on lui cède une partie de notre chiffre d'affaires, ce qui est une sorte de dividende forcé ou de remboursement de prêt aléatoire. Et donc, voilà, rien que l'expliquer prouve que c'est quand même un truc un peu nouveau, mais en même temps, c'est une sorte d'actionnariat en plus simple, finalement. Et donc, on avait cette double niche qui était faire un produit financier un peu nouveau, qui est là pour protéger les entrepreneurs de la dilution de capital, les Mhm. maintenir maîtres de leur entreprise, ce qui est quand même un truc important parce que tous les entrepreneurs veulent être libres. Et donc, mais ça restait un produit un peu nouveau, un peu bizarre, un peu hybride, sur lequel il fallait faire de l'éducation. Donc, j'entends pour l'impact, j'entends pour le contrat, donc la protection. Donc, en fait, toi, ta plateforme, elle faisait de l'argent comment? En termes de business model, parce que c'était ta double niche, tu récupérais Une ton. remarque au passage, si on est rejoint après, mais j'ai un peu à cette époque-là acquis la conviction que quand on innove, à part quand l'innovation est strictement technique, genre ingénierielle, et encore, on innove toujours juridiquement. Et en fait, si, Ouais. parce que le type qui a inventé l'avion, il a inventé le droit aérien, en fait, hein. Il n'y avait pas de droit aérien avant qu'il y ait des avions. Donc en fait, il y a toujours une innovation juridique quand on fait de l'innovation. Et c'est la marque, un des marqueurs d'innovation, c'est on fait un truc qui est pas tout à fait légal. Ce que je veux dire par là, c'est on fait pas un truc qui est formellement interdit. C'est-à-dire on fait un truc sur lequel la loi ne prévoit pas une autorisation et une organisation explicite. Et donc, ce que certains mauvais juristes, certaines personnes qui se croient juristes et qui n'ont pas fait de droit, interprètent comme mais c'est pas autorisé. Alors en fait, non, si c'est pas autorisé, ça veut pas dire que c'est interdit. C'est le principe de l'entrepreneur. Tu proposes quelque chose et souvent tu proposes quelque chose d'un petit peu différent puisque ça va Ouais. améliorer la vie des gens, quoi. Ça peut être quelque chose qui existe déjà et puis tu as un Et petit après, ajout bon, qui va faire que. donc faut tenter. Et puis en fait, ça coûte pas forcément grand-chose de tenter un truc, quoi. Euh, et ça veut pas dire que ce sera adopté, que ce sera massifié. Donc pour répondre à ta question, quand même, comment est-ce qu'on gagne de l'argent? Bah, au départ, on n'en gagnait pas beaucoup. Et en fait, on avait un intérêt le plus possible aligné sur nos entrepreneurs et qu'on prenait un pourcentage sur leur levée de fonds. On prenait pas de frais fixes au départ, on a fini par en prendre parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui venaient. Le crowdfunding, c'est du travail, en fait, c'est pas que la plateforme qui fait tout le Bah boulot, oui. c'est l'entrepreneur qui doit travailler. Maintenant, ça se sait, mais en 2013, il fallait vraiment faire de la pédagogie pour leur dire non, mais en fait, vous venez nous payer pour travailler, hein, pas pour qu'on travaille pour vous. Enfin, on va travailler pour vous, mais vous allez beaucoup travailler Et pour vous vous allez et on va bosser vous aider aussi à pour vous, travailler. ouais. Et 90% du boulot, c'est vous qui allez le faire. Et Mmh. OK, nos 10% sont très importants et on va vous aider à faire vos 90%, mais vous allez bosser. Et du coup, il y avait des gens qui venaient un peu en touriste. Et du coup, rien qu'en mettant, je crois, au début, on a mis 200 balles, je crois, de frais. C'était même une avance. C'était même pas un frais. C'était pas un truc supplémentaire, c'était une avance. On touchait pas plus d'argent, mais on touchait 200 au début. Rien qu'en faisant ça, on a eu 50% de prospects en moins. Et puis après, on a mis une troisième rémunération qui était la meilleure, je trouve, en termes éthiques, on va dire, Mmh. enfin en termes d'alignement d'intérêts, c'est que c'était une rémunération sur les royalties perçues.
puisque l'un des intérêts de la plateforme, c'est qu'elle gérait la perception des royalties, les déclarations fiscales, etc., etc. Enfin, elle gérait, je sais pas pourquoi je parle au passé, elle gère toujours. Et du coup, bah, on prenait une partie des royalties qui étaient versées, ce qui fait qu'on avait aussi des intérêts alignés sur les investisseurs. Et donc, c'est assez important parce que quand on est tiers de confiance entre deux parties dans une place de Mmh. marché, ce qu'est une plateforme de crowdfunding, bah, il faut être copain, enfin, disons, il faut être aligné sur les intérêts des deux parties, ce qui n'est pas très, très facile. Voilà. Et donc, petit à petit, on a fait des petits réglages, on a un chiffre d'affaires qui a monté progressivement. Et puis, on a fini par payer des gens. Et voilà, et on a une boîte qui est devenue rentable. Au bout de combien de Euh, temps? je pense qu'on a mis à peu près 5 ans. Mmh. Et la boîte n'a pas été extrêmement rentable, mais on a dû être juste rentable à partir de 5 ans. Tu présentes, alors là, du coup, maintenant tu as vraiment une, enfin, en termes d'expérience de de boîtes que tu aurais vues et d'entrepreneurs que tu aurais croisés ou de projets portés, pour lever des fonds. Du coup, là, c'est quoi les éléments qui vont être déterminants pour un investisseur? Parce qu'en plus, c'est des investisseurs privés. Quels sont les éléments qui vont être déterminants pour les investisseurs pour, justement investir dans des sociétés et quelles sont les erreurs que tu vois le plus souvent, en fait, dans les porteurs de projets? Bon, d'abord, je vais faire une réponse un peu Père Noël est une ordure. Bah, ça dépend évidemment de l'investisseur. Ça dépend du stade de la société, du type de société, etc. Et donc, bon, si on est une société très très tech et que les investisseurs sont eux-mêmes très branchés tech, bon, bah, la tech va déterminer l'essentiel. Pour l'investissement un peu plus habituel, pour des business angels en seed, comme on dit, donc la première vraie levée de fonds auprès d'étrangers, quoi, de gens qu'on ne connaît pas, qui sont pas de la famille. Ce que je vois, ce qui est important pour l'investisseur business angel, ils vont beaucoup regarder l'équipe parce que c'est le principal. C'est pas facile à regarder objectivement, évidemment, mais c'est l'actif le plus tangible de la société, même d'ailleurs quand on fait des briques, hein. Parce que c'est bien les mains du type qui va couper la brique le truc en morceaux. Donc l'équipe va être beaucoup regardée. La maturité de l'équipe, la maturité entrepreneuriale, est-ce qu'elle est solide? Est-ce qu'elle est mentalement solide? Est-ce qu'elle est soudée? Est-ce qu'elle se complète? Est-ce que c'est les bons profils pour ce projet? Ça peut très bien être des gens très bien, mais qui sont pas faits pour faire ce projet-là en particulier. Ça peut être une équipe de type géniaux, mais trop similaires. Moi, j'ai vu beaucoup le marché être regardé parce que c'est un critère assez objectif, assez macro, assez rapide à vérifier. Donc c'est un truc pas mal. Les investisseurs qui ont une approche très pro, enfin assez pro et assez rationnelle, on pense à regarder beaucoup le marché. Il y a l'impression qu'il y a deux choses dans le marché. Il y a la taille du marché. Est-ce que c'est juste la France ou est-ce que c'est un marché qui est facilement internationalisable? Mondial ou international, ouais. Voilà. Et donc, est-ce que la France est une première étape ou l'étape finale? Est-ce que c'est un marché en croissance? Et en fait, il vaut mieux un marché pas trop gros mais en croissance forte qu'un marché très gros mais sans croissance. Parce qu'un marché très gros et sans croissance, bah, logiquement, il est déjà pas mal Et occupé. il est à Un maturité, il est mort, marché, quoi. voilà, c'est en rouge, quoi. Moi, je vois des investisseurs qui me disent, j'ai pas besoin d'avoir une entreprise qui fait du chiffre d'affaires. En pratique, c'est difficile de lever quand on fait pas de chiffre d'affaires parce qu'en fait, il y a Ouais, deux choses. Un, quand tu as fait du chiffre d'affaires, tu as démontré à un investisseur que d'acc tu savais que tu vendre, faisais de l'argent, qu'on ton produit plaisait et que toi, tu avais déjà vendu quelque chose à quelqu'un, bien que sûr. quelqu'un avait bien voulu te filer du fric pour ce que tu Ouais. faisais. Et ça, c'est pas du tout neutre parce qu'il y a des gens qui font des beaux produits, il y a des gens qui font des beaux contrats, il y a des gens qui font plein de trucs. Mais en fait, le truc le plus important dans une boîte, c'est quand même de savoir vendre. C'est très vulgaire, c'est peut-être Bah, non, pas mais la d'avoir partie des la plus belle clients. d'entrepreneuriat, mais Si voilà, c'est tu as important. pas de clients, tu n'as pas de business, en fait. Mais il y a des Si startups dans lesquelles c'est très difficile, c'est très loin les clients. Mais là, au moins, tu oui, as validé oui, le fait, ça, j'ai déjà réussi à le faire. donc c'est énorme quand tu as déjà des C'est un clients, truc, c'est clair. ça c'est le premier point, c'est quand même un truc très important parce que c'est un truc très objectif pour dire, lui, il m'a vendu sa boîte dans un super pitch, mais je ne sais pas s'il a déjà vendu quelque chose. Et donc l'erreur classique que j'ai vu beaucoup, c'est y aller trop tôt, ne pas avoir cherché à maturer sa stratégie et sa position, être irrationnel, ce qui est très difficile parce qu'en fait les entrepreneurs sont irrationnels par essence parce qu'il faut être un peu con quand même pour être entrepreneur. Enfin, faut y croire, quoi. Il faut ce côté un peu stratège, peut-être stratège froid et impitoyable d'ailleurs, hein. Mais pas juste ce côté un peu rêveur, enthousiaste et passionné, mais genre
j'ai une passion, mais qui est maîtrisée, qui est canalisée par mon esprit. Ouais. Et puis après, bon, les investisseurs, faut savoir que bon, quand tu es investisseur, tu vois 100 projets, tu dis non à 99, hein. C'est normal. Oui, tu peux pas investir sur tout, c'est sûr. Donc en fait, moi, ce que j'ai vu, je vous donne mon analyse et les conseils de base que je donne sur les decks. Donc ça sert plus à rien de venir me voir après pour l'accompagnement, c'est génial. Tu rigoles, on va mettre Euh, ton lien et c'est, tout. Venez le pourrir. c'est en gros, il faut faire une démarche principalement double en termes d'arguments quand on veut convaincre un investisseur. Un, le coup de cœur. Deux, la réassurance. Donc, un, je te donne envie de me dire oui. Et deux, comme tu vas un petit peu avoir un temps de recul en disant, attends, je me suis fait un tour loupé, j'ai envie de dire oui, alors que faut que je dise non, c'est mon argent quand même. Là, tu le rassures. C'est, regardez mon projet, il a un super potentiel, mon équipe est géniale, je suis enthousiaste, je suis intelligent, tout ça, tout ça. Euh, et putain, le mec dit, où est l'arnaque? Et il va se le dire en fait. S'il n'y avait pas d'argent en jeu, il se dirait pas où est l'arnaque. Ou s'il y avait 5 euros, peut-être, tu vois, mais genre, si c'est même 10 000 balles, enfin, et logiquement, les gens mettent en fonction de leur fortune. Donc, du coup, c'est toujours engageant, quoi. Donc, c'est un, je donne envie de dire oui. Et deux, je traite ce doute qui ne manquera pas d'arriver dans la tête du gars qui va t'écouter et de dire, ben non, mais t'inquiète pas, ça a l'air sympa, mais on a aussi vérifié que c'était viable. On a aussi les bonnes personnes dans l'équipe. On a aussi un bon marché, etc. etc. Donc, mais il faut pas faire dans l'autre sens. Il faut pas rassurer d'abord. Est-ce que toi, parce que ça fait combien de temps maintenant que tu travailles à aider les entrepreneurs dans le cadre du village? Le village, ça fait 2 ans et demi. Je pense que j'aide les entrepreneurs en général depuis 2018, par petits bouts, et puis peut-être de plus en plus. Et le village, ça fait 2 ans et demi, donc c'est depuis 2020, enfin de mi-2022 à peu près. Et Euh, est-ce que tu aurais envie, du coup, fort de ton expérience, maintenant que tu sais comment lever des fonds, tu sais comment tu es vraiment passé de l'autre côté de la barrière, enfin, t'as lancé une boîte que tu as vendue, tu as fait un exit, tu as encore des parts dans le rachat, enfin, tu as fait beaucoup d'étapes par lesquelles passent les entrepreneurs, le fait de perdre ta boîte et ensuite rentrer dans la boîte actuelle où tu es. Est-ce que tu as donc envie, fort de tout ça, de remonter, une boîte, de redevenir entrepreneur? oui, ça me titille, j'ai des idées. Ouais, mais j'aimerais bien typiquement faire des trucs qu'on peut toucher, quoi, des vrais trucs, des Des pierres, des briques, briques, je sais pas. c'est fou. Fabriquer une fabrique de briques, ce serait pas mal. En Euh, même temps, tu es sûr qu'elles sont utilisées, hein, mais Ouais, alors c'est un truc que j'aime bien. C'est-à-dire que j'avais fait la plonge quand j'étais jeune, comme donc la vaisselle quoi, dans un assaut, comme job d'été. Et ce que j'aimais bien, c'était la pile d'assiettes qui baissait d'un côté sale et que qui tu la montait du vois côté propre. Et je trouve descendre c'est extrêmement plus sympa que de regarder un tableau Excel, quoi. Et je sais que j'aime bien les tableaux Excel, mais tu ah vois, c'est non. comme au village, on a beaucoup de boîtes digitales et à chaque fois, les gens me disent, ah, mais montre-moi les boîtes. Et je dis, bah, je vais te montrer des écrans d'ordinateur, quoi. Il y a pas il y a rien à montrer, quoi. Pratique. Enfin, il y a quelques boîtes, il y a des trucs à montrer. La plupart, il y a une Ah, tu aimes bien le plateforme. truc, Donc concret, quoi. ouais, j'aimerais. Et puis, je pense qu'en plus, la France aura bien besoin d'être réindustrialisée. Donc, je trouve que ce serait pas mal pour ce pays aussi qu'il y ait des gens qui veulent se dire, bah, je vais Je construire un fabrique des truc qui briques. sera vraiment utile. Voilà, je vais fabriquer des briques. Il y a plusieurs talents à avoir dans l'accompagnement entrepreneur. L'un d'eux, c'est de voir le problème. Le deuxième, c'est de connaître la solution. La solution, c'est une expertise technique, d'ailleurs. Et le troisième, c'est de savoir se faire écouter. Et donc, si tu vois le problème, que tu connais la solution, mais que l'entrepreneur t'écoute pas, bah, tout ce que tu as fait est anéanti par la dernière étape. Mmh. Effectivement. Et j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me rappellent après en disant, ah, bah, en fait, tu avais raison. Ouais, bah, je sais, je suis presque aussi énervé avec toi que tu me le dises Ouais, après coup. non, moi, c'est un peu, tu deviens un peu la maman, «Non mais attends, je te montre quand même, est-ce que tu as vu ça?» On t'envoie le «Non Ouais. mais regarde et tout, tu en penses quoi?» Donc c'est super, bah, après voilà, c'est aussi ce qui rend la chose touchante. Moi, je trouve que ça renvoie un peu à son humanité, ça fait un peu du bien aussi, de vivre avec des gens qui ont des étoiles dans les yeux. S'il y avait une chose dont tu voudrais que les gens se souviennent, en ayant écouté cette interview, ce serait laquelle? N'ayez pas peur du droit, quoi. Parce que le droit, «Ah les mais tu contrats, me ça fait fais peur. tellement plaisir!»
C'est Et nécessaire surtout, en fait, c'est aussi. c'est un moyen, c'est pas une fin. C'est pas une Et fin. et il y a beaucoup de choses qui sont pas interdites, qui sont pas explicitement autorisées, mais ça veut pas dire qu'elles sont interdites. Donc n'oubliez pas que la règle, le principe, c'est la liberté, l'exception, c'est l'interdiction. Donc tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Un interdit qui n'est pas surveillé, on peut faire un peu ce qu'on veut quand même. Donc Oh, tu l'as posé là. Waouh! Ah oui, t'as peur de rien, d'accord, OK, je l'ai pas vu, non, non, OK. Ah ouais, je non, c'est pense bon, que t'es parti. OK. je pense qu'il y a non, mais il y a 2 grandes limites. C'est la première, c'est la vraie morale. On peut faire des trucs pas tout à fait autorisés, voire interdits, mais tout en essayant de rester dans la morale et donc ne pas faire des tu vois? Évidemment, faut pas tuer, voler et cetera. Donc ça, c'est la première limite qui est une limite, personnelle et donc il y a pas besoin de la loi pour ça et normalement, on a un bon aiguillon interne et la deuxième limite, c'est que, il faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, en prenant n'importe quel risque. Mais quand il y a un petit doute ou que c'est par exemple, bon, bah, faut que je fasse telle obligation, mais en fait, si je le fais avec 6 mois de retard, bon et que personne ne s'en rend compte. Est-ce qu'il y a mort d'homme? Pas forcément. Donc je dis pas qu'il faut vraiment pas respecter la loi, je dis, soyez diligents sur ce qui est Ouais. important, pas sur ce qui l'est pas. En tout cas, Adrien, je te remercie énormément pour ton temps. Tu as été, Je t'en super prie. généreux en plus en infos et en termes de timing, c'était trop, trop bien. Tu as cet aspect, qui fait un peu, miroiter, plein de choses, aux entrepreneurs où non, à la fin de la journée, tu galères, tu as signé pour en chier et sois prêt. Voilà, voilà. Allez, bisous. C'est un peu l'idée, quoi. Ouais, c'est ce qui fait la valeur de la réussite, hein. De toute façon, Et c'est ce qui c'est fait la parce que c'est dur beauté, que ça vaut quelque chose. c'est clair. C'est ce qui fait la beauté de l'entrepreneuriat. Chers auditeurs, nous arrivons donc à la fin de cet épisode. N'oublions jamais qu'au cœur de chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui une histoire unique à raconter. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Le Switch, c'était Stéphane. Reste à l'écoute pour de nouvelles histoires passionnantes d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui écrivent leur propre destin. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me le faire savoir en y mettant 5 étoiles sur ta plateforme ou en me laissant un commentaire sur mon compte Instagram Stéphane_le Switch. Je répète, Stéphane_le Switch. À dans un mois pour un nouvel épisode.